France Maghreb 2. Voilà, pour ce zapping Macharouyem, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Ah bah déjà l'intervention de monsieur Nicolas Sarkozy, Ouais. qui était clairement, comment dire, je trouve pas mes mots, qui était, je sais pas si on doit en rire ou on doit en pleurer, mais en tout cas moi ce qui m'a marqué, il y a plusieurs choses. D'abord, Nicolas Sarkozy estime, je vais revenir sur la question de la pénibilité. Ouais. Parce que moi, je suis passée à côté de ça, je l'ai pas entendu. Il estime que la pénibilité ne pourrait être actée donc que pour des raisons médicales. Ça veut dire que selon lui, l'espérance de vie des ouvriers, qui est de 7 ans inférieure à celle des cadres, faudrait pas en tenir compte. C'est prouvé que les cols bleus ont une espérance de vie beaucoup plus courte que celle des cols blancs. Mais pour lui, être dans un bureau climatisé avec un ventilateur et tout ce qu'il faut, c'est aussi pénible que quelqu'un qui travaille toute la journée à porter des cartons comme les manutentionnaires. Oui, c'est sûr. Oui, donc déjà ça m'a un petit peu embêté. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Il en a dit des choses. Ouais, il a dit tellement de choses que je sais même pas par quoi commencer. Concernant le fait qu'il ait été sanctionné par le Conseil constitutionnel pour le dépassement des comptes de campagne, il a oublié de préciser que le dépassement constaté par les sages était de 466 118 €. Oui, c'est ce que Léa Salamé lui a rappelé. Exactement. Il l'a contesté. Voilà, et puis que l'enquête porte sur un dépassement de plus de 23 millions d'euros quand même. Donc, et puis moi ça me fait rire quand il dit c'est moi qui paye. C'est moi qui ai payé, c'est-à-dire c'est lui non, on qui se a rappelle payé du Sarcoton où les militants du parti avaient cotisé pour que on puisse trouver l'argent. Ouais. Voilà. Et puis le fait qu'il parle également de Bernard Cahuzac, j'arrivais à dire son nom correctement. Quand même la journaliste lui a dit quel est le rapport. Moi je trouve que c'était un peu Cahuzac. Ouais, Cahuzac. Ouais. Je trouvais que c'était bas quand même de le citer lui à ce moment-là parce que bon, il a voilà, non. Au niveau com, tu le trouves bien? Nicolas Sarkozy? Ouais. C'est un très grand orateur, c'est un très grand comédien qui sait extrêmement bien parler. Pour moi, c'est quelqu'un qui est tout simplement faux. Il m'insupporte. On en reparlera tout à l'heure justement avec justement la partie qui nous intéresse, celle de Mohamed Bajrafil. On attend toujours Maïssa Leroy qui est dans les bouchons dans un instant avec vous, chers amis auditeurs. Avec William Maghrebi avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2, psychologue, toujours. On ne change pas une équipe qui gagne. Et Maïssa Leroy, chargée formatrice en communication, qui elle est bloquée dans les bouchons. Ma chère Maïssa qui va pas tarder d'arriver, du moins on l'espère. Pour qu'on puisse évidemment discuter des différents sujets d'actualité. On fera un grand focus donc sur l'intervention de Mohamed Bajrafil dans l'émission de France 2 hier soir face à Nicolas Sarkozy. C'est vrai que les réactions sont un peu diverses par rapport à cette intervention, on va rien cacher. Voilà. Perso, j'attendais beaucoup plus de Mohamed, mais voilà, comme c'est quelqu'un de fort bien élevé, de très bien élevé, il faut savoir ne pas être forcément gentil avec les loups de temps en temps. Et donc j'ai considéré moi et avec pas mal d'amis aussi proches, c'est qu'il est tombé dans le piège dans lequel il fallait surtout pas tomber, celui de Nicolas Sarkozy, qui était donc de tourner le débat, enfin plutôt l'entretien à son avantage. Quoique les interventions pertinentes de Mohamed Bajrafil avec cette petite maladresse, mais on y reviendra tout à l'heure quand même avec vous, chers amis auditeurs, vous qui avez la possibilité aussi de vous exprimer sur les différents moyens. Je rappelle que sur la page Facebook on a mis un post là sur lequel vous pouvez réagir en instant T dans l'émission. On vous lira bien entendu tout à l'heure, Sophia s'en chargera. Et puis bien sûr vos appels en direct au 08 92 23 99 50 par mail lgf@francemaghreb2.fr, mais aussi sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. C'est vous qui le dites et je vous propose de vous écouter. Salut Christophe, écoute, c'est Djilali de Clermont-Ferrand. Donc voilà, je vous appelle suite justement à un fait divers terrible, qu'une jeune fille a été piégée sur Facebook et elle a été violée par 4 hommes le champ de Mars. Donc déjà, je tiens à dire que cet acte est abominable et ignoble. Déjà, franchement, faut être fou pour faire ça. Après, regardez bien les internautes, comment ils se sont lâchés. On lui a donné rendez-vous au quartier Barbès. Donc direct, qu'est-ce qu'ils ont pensé, excusez-moi,
sur les réseaux sociaux, vous voyez encore les mêmes, toujours les mêmes, ils vont nous dire encore pas d'amalgame. Voilà, toujours en train de nous mettre tout sur le dos. Mais ces personnes-là oublient que combien de Français ou de types de personnes de profil européennes ont été accusés de viol. Il y en a des tonnes et des tonnes. Donc, il faut être réaliste un moment. Mais c'est toujours plus facile de critiquer les Maghrébins. C'est toujours plus facile de critiquer des fois des sujets qui ont rien à voir. On vous met les musulmans. C'est toujours plus simple de regarder les autres que de regarder soi-même. Ce qu'ils oublient, ces gens, c'est qu'il faudrait un peu qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils arrêtent de faire la girouette. Voilà, d'un côté de chaque fois que, en gros, style, quand c'est des Maghrébins qui font des bêtises, c'est tous les mêmes. Et quand c'est des Français ou des autres de type européen, c'est style-là, mais c'est une exception. Et pourtant, il y en a eu beaucoup, je le répète encore une fois, de personnes françaises, je dis bien françaises de souche, ou des personnes de type européenne qui ont commis des actes de viol. Donc en France, donc faut arrêter. Ça commence à me saouler. Ce qui est malheureux dans ce pays, en France, c'est que les gens, malheureusement, c'est pour ça que nous, et ça retombe toujours sur nous, les Maghrébins ou les musulmans, c'est que je vous donne un conseil, comportez-vous bien, parce que malheureusement, certains écervelés, ils vont généraliser, parce que quand ils voient un Maghrébin qui fait une bêtise, ils voient pas ce Maghrébin, mais ils voient tous les Maghrébins de toute la France et du monde entier. Voilà ce qui est malheureux. Mais nous Maghrébins, moi je suis Maghrébin et je suis fier de l'être, one two three, vive l'Algérie, hein. C'est que, moi, je ne généralise pas, bien que je vois que tous les temps, je vois des prêtres qui sont accusés de pédophilie, bien que je vois tout le temps le père Barbarin qui a été protégé par je sais pas quoi, par une truc de loi, qu'il n'était pas obligé de balancer les choses qu'il savait. Et il y en a beaucoup de ça. Est-ce que moi, je vais généraliser, je vais dire les prêtres, c'est tous les mêmes. Est-ce que moi, quand il y a un violeur ou un pédophile français, et il y en a, faut arrêter de se voiler la face, parce que ça commence à me saouler, les deux poids deux mesures, est-ce que moi, je vais généraliser, je vais dire tous les Français, c'est les mêmes? Non. Eh ben maintenant, à cette bande d'imbéciles, de cervelets racistes, ouvrez vos yeux, regardez autour de vous, et réfléchissez par vous-même un peu. Réfléchissez par vous-même. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce tchuss. Bonjour Christophe, salam alaikum tout le monde, Mohamed de Paris. J'appelle juste pour faire un petit bravo, big up à Mohamed Bajrafil par rapport à l'émission d'hier face à Sarkozy. Sarkozy, égal à lui-même, d'accord. Il utilise tous les éléments de langage pour tout simplement, voilà, pour se contredire par lui-même. En fait, Sarkozy, il faut juste lui laisser le temps de se contredire. Et voilà, parce que ça sert à rien de mener une politique anti-Sarkozy, parce que le temps fait le reste. Et quand il parle de Tariq Ramadan, c'est tout simplement parce qu'il avait guère d'autres arguments pour contrer Mohamed Bajrafil. Et Tariq Ramadan, je rajouterai, lui, il a au moins les moyens d'aller démonter les mensonges de Sarkozy, un après un. Et cette politique des Républicains, là, ils se sont tous donné un rôle. NKM, c'est soi-disant le koufarisme. Nadine Morano, cette pauvre personne, voilà, c'est comme ça que je la nomme, elle s'occupe des FGEP. Et puis les autres, c'est tout le reste, hein, Sarkozy, l'assimilation, et puis j'en passe, voilà. De toute manière, ils se sont mis d'accord pour mener cette politique en masse, cette politique haineuse, fasciste, raciste. C'est même pas de l'islamophobie, et je pense qu'il faut arrêter d'utiliser ce terme parce qu'il n'est pas assez fort pour qualifier la situation. Enfin, en tout cas, le sentiment actuel. Donc, restons unis, encore une fois, voilà, il y a les votes bientôt. C'est clair que les musulmans vont manger pendant des mois et des mois, dans tous les sens. Donc voilà, il est clair que cette politique de diabolisation des musulmans en France, elle a été mise en place, encore une fois, pièce par pièce, et je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais en tout cas, le temps, voilà, va faire le reste. Laissons juste le temps de s'occuper d'eux. Nous restons unis, nous avons des droits, nous avons des devoirs, nous avons aussi des outils pour se défendre. Et Christophe, si tu me le permets, je voudrais juste finir. Regardez Jean-Marc Morandini. Lui, pendant 2 ans, tous les jours, à 10h du matin, quand il choisissait le terme des musulmans en France, il faisait un buzz, ce qui paraît au standard. Et puis le voilà, maintenant, accusé de proxénétisme, etc., j'en passe. Vous connaissez l'histoire. Ce n'est que justice rendue. Jean-Marc Morandini, pour nous avoir insulté avec Philippe Tessan, il y a quelque temps, voilà. Lui qui était responsable d'antenne, il a laissé faire Philippe Tessan exprès pour insulter les musulmans de France.
ouvertement, voilà, et puis il n'a pas été puni, Morandini. Par contre, le temps a fait le reste. Donc, comme on dit chez moi, Jean-Marc Morandini, Cheh Alik. Salut. Ciao. Alors, juste une petite précision, Jean-Marc Morandini n'était pas responsable d'antenne d'Europe 1, mais simplement animateur et producteur de cette émission, effectivement. C'était la séquence avec Philippe Tesson, la dernière, qui avait fait évidemment réagir cet auditeur. Maïssa Leroy, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va, ça va. Tu es une automobiliste convaincue parisienne? Ah là là, non, mais attends, je me suis tout tapé là. Le feu rouge, le camion déboueur. C'est bien, on sait que Maïssa s'arrête au feu rouge. Le déménageur, voilà. Oui, ça c'est déjà bien. Maïssa Leroy, donc c'était le mobile répondeur, le 06 18 21 56 41. Mesdames, est-ce qu'il y a un message par plus qu'un autre qui vous a interpellé? Alors moi c'est le premier parce que j'étais un peu dérangée par le fait dans le mal, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de ces choses-là. On peut pas catégoriser en fonction d'un type de population ou de religion. Et c'est d'ailleurs ce qu'il défend, et il le défend finalement avec les armes que les autres qui le blessent. Il dit que voilà, on stigmatise pas, mais derrière lui, qu'on en a marre de stigmatiser et qu'il faut pointer le doigt sur justement les autres religions qui commettent des méfaits. Et là, c'est pas comme ça qu'on fait. Ouais. Oui, oui, je voulais moi aussi rebondir sur l'histoire de la jeune fille qui a été violée. Moi, contrairement à ce qu'a dit notre auditeur, je ne dirais pas que c'est que la communauté musulmane, donc les Arabes en général, devraient bien se comporter, parce que pour moi, ça ne changera rien. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne changera rien. D'abord parce que personne n'est parfait, hein, donc forcément il y aura toujours un Arabe pour faire entre guillemets pour faire une bêtise, mais surtout le fait qu'on remette tout sur le dos des Maghrébins, c'est faire preuve d'amalgame et de préjugés, sauf qu'on sait que les préjugés, c'est un ensemble de croyances à propos d'un groupe social. Donc c'est quelque chose qui est socialement partagé, qui est véhiculé et qui est entretenu par l'environnement, donc la société. Quand on a des préjugés, on est prédisposé à réagir de façon défavorable. Donc quoi que vous fassiez, dès l'instant où vous ferez une petite erreur, on va de toute façon automatiquement vous cataloguer. Donc quand on a des préjugés, d'emblée, on sait que ça va induire une absence de patience vis-à-vis des personnes qui sont victimes, mais surtout une absence de réflexion de la part des personnes qui font preuve de préjugés. Les préjugés, c'est une injustice. Il faut juste qu'on vive avec. Moi, je trouve que c'est bien qu'il ait pu s'exprimer et qu'il ait pu dire son mal-être, mais de toute façon. Mais c'est surtout son deux poids deux mesures qu'il a essayé de traduire au travers de son message. C'est deux poids deux mesures qu'on peut constater malheureusement quotidiennement dans les actualités. Pas plus tard qu'hier soir, on va décortiquer d'ailleurs tout à l'heure ensemble le passage de Mohamed Bajrafil que tu as regardé, Maïssa, je suppose. Voilà. Oui. Et encore une fois, le deux poids deux mesures a été observé dans cet entretien. On va s'arrêter voir. On va le réécouter si vous voulez, et puis essayer de le décortiquer cet entretien parce qu'il est intéressant. Donc tout à l'heure, je rappelle qu'on recevra aussi dans quelques minutes Mister France, ma chère Maïssa. Ah oui. Tu connais? Oui, j'ai entendu parler, oui. Voilà, c'est ça. Donc Mister France 2016, c'est un franco-marocain âgé de 23 ans qui sera avec nous dans un instant. Mais il est aussi boxeur. Alors là, c'est de famille d'ailleurs, puisque boxeur de père en fils et son frère. Et il a un message quand même assez intéressant, un message d'unité qu'il propose, et c'est ce qui nous a fait l'inviter d'ailleurs. Donc pour cette pluralité de nos origines, c'est ce qu'il dit en tout cas dans une richesse. Donc on va parler avec lui de tout cela donc dans un instant. Je rappelle aux auditeurs auditrices qui peuvent évidemment réagir via la page Facebook sur le Facebook de la radio France Maghreb 2, mais aussi en nous appelant 08 92 23 99 50 par le biais des mobiles répondeurs pour vos messages, et ce 24 heures sur 24 06 18 21 56 41. C'est l'heure de l'avis tranché, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. L'avis tranché de ces dames aujourd'hui. Alors peut-être que comme ça vient d'arriver, on va laisser respirer tranquillement et s'installer. Qu'est-ce que t'en penses, William? Je te propose de commencer. Ok, ça marche. Alors, mon avis tranché d'aujourd'hui porte sur le marché du halal et a pour objectif de susciter une réflexion chez nos auditeurs. Et puis, je vais essayer d'avoir la prétention de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Alors, avec le Ramadan qui est passé et l'Aïd el-Kébir il y a 5 jours, j'ai entendu beaucoup d'interrogations et même de l'exaspération chez certains
musulman face à ce qu'il est, ce que je considère comme une hypocrisie ambiante, à savoir, disons les choses clairement, on ne veut pas de l'arabe et de sa religion, mais on veut de son argent. Avec toutes les saveurs du Ramadan chez Carrefour, spécial Orient et goût d'Orient chez Intermarché, ou encore le mouton de l'Aïd chez Auchan, les grandes distributions se calent de plus en plus sur le calendrier égérien pour sortir leur enseigne des 1001 nuits. On accepte le musulman qui consomme à condition qu'il dépense, qu'il mange et qu'il se fasse discret. Moi, je veux bien me faire discrète, mais alors s'il vous plaît, arrêtez de mettre de la musique orientale, des loukoums et des Coran plein vos rayons chaque fois que c'est ma fête. Les musulmans de France sont ciblés, et je dis bien de France, c'est volontaire, hein, car c'est le pays qui se démarque le plus de ses voisins européens en proposant l'offre du halal, l'offre halal la plus importante et la plus diversifiée. Nous sommes ciblés à coups de logos et de marketing impitoyables. Il y a même maintenant, pour ceux qui ne savaient pas, le Halal Expo, un salon qui est dédié à ce marché. Alors, quand certains y voient un signe de repli communautaire ou un signe d'intégration à la française, pourquoi je parle d'intégration à la française? Parce que, excusez-moi, mais moi j'ai jamais mangé quand j'étais petite des knackis, du jambon ou des choucroutes halal, hein, c'est pas ce qu'on me servait à la maison. Moi, franchement, j'y vois juste le signe d'une hypocrisie ambiante bien française et qui me donne franchement la nausée. N'oublions pas que la France est le pays européen qui a subi ces derniers mois le plus d'actes islamophobes. C'est le pays où pour gagner les élections, il faut taper sur le dos des musulmans, qui d'ailleurs, selon Sarkozy hier soir, sont potentiellement tous des terroristes. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai compris de son fatigant monologue. On s'inquiète de l'islamisation des masses et du retour vers l'islam des enfants de migrants de seconde et troisième génération, mais paradoxalement, on en tire profit, et avec l'instrumentalisation du halal, on les voudrait bien de plus en plus pratiquants. N'oublions pas que la France est le pays où les conduites alimentaires sont souvent perçues comme une menace. D'ailleurs, on valorise et on impose presque même implicitement ce qu'on appelle faussement, entre guillemets, la convivialité alimentaire. C'est-à-dire que l'on se doit de pouvoir tous manger la même chose, surtout si on veut prouver que l'on est bien intégré. Si je mange différemment à l'école, je suis probablement endoctrinée par mes parents. Si au travail, je ne grignote pas mon saucisson et ne bois pas mon verre de rouge, pour faire un petit clin d'œil amical et chaleureux à Mohamed Bejrafil, si je ne bois pas mon verre de rouge au pot de départ de Marine ou de Jean-Marie, je suis vue comme une extrémiste fanatique. Alors oui, c'est vrai, et quelle chance j'ai le droit de manger sans porc à la cantine. Mais si je vais en plus réclamer un repas végétarien, au comble de l'horreur, un repas halal, alors là je suis juste une paria. J'exagère? Je généralise? Peut-être, j'avais juste envie avec vous aujourd'hui de m'essayer à parler comme Sarkozy. Un peu de stéréotypie, du sarcasme et de l'ironie pour faire passer mon message. Sérieusement, si moi, musulmane, j'écoute ce qui m'est dicté socialement, je prendrai une partie du livre et j'en rejetterai une autre, à savoir ne pas manger de porc, mais ne pas manger halal. Et là, j'invite nos auditeurs à se référer à la sourate 5, verset 3 du Coran. Et pourtant, malgré tout ça, le halal s'est développé de façon exponentielle parce qu'un certain nombre d'acteurs sionistes, et j'y reviendrai par la suite, ont récupéré ce précepte religieux pour en faire un business qui pèse, selon la célèbre étude réalisée par le cabinet Solis, entre 5 et 7 milliards d'euros en France. Et d'ailleurs, selon l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, ce serait environ 600 milliards d'euros à l'échelle mondiale, ce qui fait du halal le marché le plus prometteur du monde. Oui, l'affaire, elle est alléchante, hein. Les musulmans d'aujourd'hui sont jeunes, ils sont de plus en plus actifs, ils sont insérés socialement, ils sont cultivés et ils sont consommateurs. Ils se reconnaissent de moins en moins dans l'identité maghrébine de leurs parents et de plus en plus dans leur identité de croyants. Ils représentent donc un marché très juteux pour les lobbying car contrairement à leurs parents qui dans les années 70 se contentaient de s'abstenir de manger du porc et ne voyaient d'ailleurs pas le mal à manger non halal, eux beaucoup plus maintiennent et y voient un acte fortement valorisé par les pères. Celui qui d'ailleurs mange pas halal sera mal regardé, il sera regardé de travers. Aujourd'hui, manger halal, c'est devenu pareil qu'être musulman. C'est le premier identifiant religieux. Donc, pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé des acteurs sionistes? Parce que ne l'oublions pas, la Ligue de défense juive disait elle-même le 24 août 2014 avec enthousiasme et fierté en plus que le marché du halal était tenu par des juifs sionistes. N'oublions pas que deux des principaux bastions du business halal en Europe, à savoir Isla Delis ou Rega Halal, sont directement ou indirectement rattachés au clan financier d'une puissante famille dévouée à la cause juive et sioniste, à savoir les Rothschild. Alors moi, je dis stop. On prend le temps de réfléchir 5 minutes à qui nous sommes et qui nous voulons être. Prenons le temps de nous interroger sur les provenances de ces aliments. À qui profite la vente?
Quand je vois tous ces estampillés halal allant, alors maintenant du tourisme halal aux cosmétiques sans alcool et sans graisse animale, à la viande et à la charcuterie sans sous vide ou aux plats préparés, qui petite parenthèse sont bien utiles parfois, je l'admets, hein, quand on est une mère et une femme débordée, je ne me leurre pas. Je n'y vois que le signe d'une société schizophrène où on m'aime et où on me déteste en même temps. Une société où le croyant est de plus en plus scindé, coupé dans son identité. Une société où parfois on ne veut pas de moi tout en désirant une partie de moi, à savoir mon porte-monnaie. Je suis fatiguée d'être tantôt dénigrée, tantôt convoitée. Moi, je ne veux pas d'une société où on refuse la femme qui couvre sa chair, mais qu'on incite par principe à en consommer. Je refuse une société où on ne tolère pas nos prières, mais où on accepte nos fêtes dès l'instant, où on achète ce qui les rendrait plus jouissifs à coups de foie gras et champagne halal. Mon argent, c'est moi. La théorie en psychologie qui n'est plus approuvée d'ailleurs, qui dit que je dépense donc je suis, devrait devenir je suis donc je dépense. Si vous ne voulez pas de ma culture, ne vous en servez pas tel un appât pour mieux me harponner. Je ne suis ni un poisson ni un mouton, et je suis encore moins un Hansel ou une Gretel qui n'y verrait que du feu. Chapeau. Ah oui. Ah, alors là, je dis chapeau. Franchement, notre Ouïem, elle a fait fort. Je me suis Maïssa, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi j'ai deux choses que je retiens. Oui, c'est clair. Enfin juste une petite qui m'a interpellée déjà. Je sais pas si forcément le saucisson et le champagne halal c'est pour contenter forcément le business. Il y a peut-être aussi la notion des convertis qui ont besoin peut-être d'avoir culturellement aussi cette attache-là, même si c'est une forme d'assimilation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par rapport à ça, je pense que c'est important de le noter. Après, le reste, je suis complètement d'accord que quand c'est pour donner l'impression de s'assimiler, genre à un repas de pot de départ, etc., je suis d'accord qu'on n'a pas à se vendre de cette manière. C'est un faux semblant, j'ai envie de dire. Mais quand faut voir les choses à mi-mesure, quoi. Je préfère rester mesuré et pas être catégoriquement contre ou pour, tu vois. En tout cas, elle a mis la barre haute, hein, notre ami Ouïem. Maïssa, on va parler de quoi avec toi dans un instant? Alors moi, on va parler de l'éducation nationale. Ah, eh oui. Très bien. Ouais. Tiens, à propos d'éducation nationale, j'en profite pour la glisser, celle-là. Elle nous vient d'Algérie. Vous savez qu'on a retiré en urgence les livres de géographie à la demande de la ministre de l'Éducation nationale, puisque les élèves se sont aperçus que sur la carte géographique apparaissait l'État d'Israël et que la Palestine n'y existait pas. Ouais. Et là, ça fait un gros scandale en Algérie en ce moment. Du Surtout coup, on a l'Algérie. retiré en urgence les livres de géographie. Voilà. Et ils ont bien fait. Oh là, je respecte. Je te laisse finir. Donc, on va parler d'éducation nationale. Oui, alors, on va parler d'éducation nationale. Aujourd'hui, ma chronique, donc, comme tu le sais, Christophe, chers auditeurs, mon métier consiste, entre autres, à former le corps professoral. Juste, tu nous donnes envie. Il y a la pub, hein. Vas-y. Voilà. Donc, on va parler d'éducation nationale. Sous quel angle? Le mien. D'accord. Celui de Maïssa Leroy. Voilà. Qui est avec nous, ainsi que Ouïem Maghrebi. Et on va recevoir, mesdames, c'est tout à votre honneur, Mister France 2016. À tout de suite. Maïssa Leroy, qui est toujours formatrice en communication. Oui. Et Ouïem Maghrebi, qui est psychologue, elles sont avec nous aujourd'hui, mesdames, jusqu'à 18h pour commenter l'actualité avec nous sur France Maghreb 2, bien sûr. L'heure maintenant de recevoir notre invité. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Et je pense que ça va vous faire un peu plaisir, mesdames, parce que c'est vrai que l'on entend régulièrement parler de Miss France à longueur d'année, en particulier d'ailleurs bientôt, fin d'année, etc. On entend rarement parler, en l'occurrence, de Mister France. Et pourtant, il est là, il existe. Il s'appelle Selim Harik. Bonsoir Selim. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Donc, tu es le Mister France 2016. Mais également, mesdames, un petit plus, c'est un boxeur. Alors un boxeur d'ailleurs, ça se passe dans la famille au niveau de la boxe, hein, puisque le père n'était autre que le champion d'Afrique, en représentant d'ailleurs le Maroc au JO de 1985. C'est ça, à Moscou. Ouais. Et aussi mon grand-père en fait a commencé avec mon grand-père qui était le premier entraîneur de l'équipe nationale du Maroc. J'allais y venir. Premier entraîneur donc de l'équipe du Maroc, mais il y a également voilà. le frère hein, qui est un boxeur pro. Professionnel et moi qui est boxeur semi-pro. Il est boxeur pro puisqu'il a également remporté la médaille de France en 2012. C'est ça. Voilà, donc alors à ce moment-là, comment on arrive à conjuguer le fait d'être Mister France 2016, boxeur, parce que ça a un peu rien à voir, et pourquoi t'es venu l'idée finalement de te présenter à un tel concours? Alors moi en fait j'ai choisi de participer à cette élection parce que voilà, le milieu du mannequinat c'était un milieu qui m'attirait. Ouais. Depuis un petit moment, et j'y voyais aussi une opportunité d'y entrer
voilà, qui est entré dès le départ avec un argument convaincant qui est le titre. Et donc voilà, je me suis inscrit un peu comme ça. C'est mon frère qui avait vu le casting, je me suis inscrit, j'ai été sélectionné. J'ai fait l'élection de ma région, que j'ai gagné, et ensuite j'étais qualifié pour la finale, et voilà. Alors comment tu expliques que ce concours ne soit pas médiatisé? On préfère voir des belles filles à moitié nues plutôt que des hommes bien baraqués? Je sais pas, c'est vrai que c'est une bonne question, c'est une question aussi, c'est surtout médiatique, et des accords aussi avec des chaînes télé, et puis sans doute aussi, comme tu l'as dit, c'est plus facile à vendre, peut-être, je sais pas. Des femmes dénudées plutôt que des hommes, je sais pas. Alors, je précise que tu es franco-marocain et que tu es âgé de 23 ans. Mais au-delà d'être donc Mister France 2016, tu prônes surtout l'unité dans un rapport avec notamment en représentant donc notamment le Maroc, mais aussi la France. C'est un message d'unité que tu as envie de faire passer au travers de ce concours, au travers de cette finalité finalement. Le fait que tu sois Mister France 2016, c'est un moyen de faire passer un message. Ouais, moi c'était dès le départ, j'ai annoncé la couleur, voilà, que ce soit dans la région ou à l'élection à la finale. Moi c'était vraiment ma victoire, je la voyais comme un symbole. Ouais. Un symbole, voilà, moi je suis issu de la double culture, ma mère est française, je suis né en France et mon père est marocain. Et donc voilà, mon grand-père aussi est venu en France pour travailler. Donc voilà, je suis issu de la double culture et voilà, c'était aussi faire passer un message dans une période un peu sombre. D'ailleurs, tu dis toi-même que la France pour toi d'aujourd'hui, c'est la pluralité de nos origines et c'est une richesse. Voilà, c'est ça. Moi, c'était vraiment montrer à la France dans sa globalité, voilà, qu'on peut s'appeler Céline Maric, avoir une mère qui s'appelle Catherine, un père qui s'appelle Abdel, être né en France et prétendre à représenter la France de la même manière qu'un Nicolas ou un Jérémy. C'était vraiment lancer un message. Voilà, tous les extrêmes du moment qui sont en train de nous diviser, que ce soit politique ou religieux, Qu'est-ce que tu espères pour la suite? Est-ce que compte t'apporter finalement le fait que tu sois Mister France 2016, comptes-tu en faire après? Moi je comptais vraiment dans un premier temps m'ouvrir quelque part dans le milieu du mannequinat. Et donc ça aboutit, hein, parce qu'aujourd'hui je suis quand même l'égérie d'une marque de montres. J'ai fait une campagne publicitaire pour un couturier italien. Ouais. Donc voilà, là j'ai les salons du mariage qui arrivent au mois d'octobre et novembre. D'accord. Donc oui, j'ai quelques débouchés. Après c'est un milieu très difficile, il faut démarcher sans cesse. Voilà, c'est pas un milieu facile, mais voilà, c'est ce que je souhaitais et aujourd'hui ça avance tout doucement, donc voilà. Une petite question qui n'a rien à voir, qui pourrait peut-être intéresser des futures demoiselles en tout cas. Est-ce que tu es un cœur à prendre, mon cher ami Selim? Non, je suis pas un cœur à prendre. Bon, très bien. Au moins, le décor est planté. Est-ce que William et Maïssa, donc qui sont les femmes, parce que je suis entouré de femmes aujourd'hui, ont des questions à poser à Mister France 2016? Alors moi, j'aimerais bien. En fait, je comprends pas pourquoi passer par le mannequinat pour montrer finalement ce pluralisme dans la culture. Pourquoi pas par la boxe, puisqu'il y a déjà un pied dedans. Il y a la boxe. J'ai un pied dedans. C'est ce que je continue à faire aussi. Après, vous voyez, moi la boxe, ça fait 15 ans que j'en fais. Ça fait 15 ans que je me bats. Pour arriver à un niveau, ne serait-ce qu'être champion de France, c'est très difficile. Le mannequinat, le concours Mister France, c'est quand même un concours symbolique et voilà, c'est un concours national. Et voilà, ça m'a pris 6 mois pour être Mister France. Donc c'est fait beaucoup plus simple. D'accord. Oui. Donc, et le mannequinat est un milieu qui m'a créé. Et j'y ai vu aussi une opportunité d'allier les deux, le message et j'aurais très bien pu faire abstraction du message. Et voilà, je pense que ça m'aurait d'ailleurs ouvert beaucoup plus de portes. donc voilà. Moi, je voulais simplement rappeler qu'on a déjà une Miss France, une femme pour le coup, issue de la double culture, puisque Nora Ben-Green, donc Miss Rhône-Alpes 2015, elle aussi était une Miss France musulmane. Moi, par contre, elle a été Miss France. Elle a participé, oui.
Elle a pas gagné. Non, il me semble pas. Non, elle a pas gagné, non. Moi, ma question, mais lui, il a gagné. Lui, il a gagné, moi, ma voilà. question, qui Ouais. peut intéresser peut-être des auditeurs, c'est concrètement, combien on gagne financièrement quand on est Mister. Est-ce qu'on est payé d'abord? Qu'est-ce qu'on gagne? Non, Comment ça, non? On ne vient pas. Enfin, moi, mon but, c'était pas de Mister France pour être payé par Mister France. C'était de m'ouvrir des portes, des projets professionnels aussi à aboutir. Ouais, mais en soi, Mister France ne me verse pas de salaire à proprement parler, quoi. C'est bien dommage quand on sait que Miss France a voyage, diadème et autres Mais encore une cadeaux. fois, c'est ce que je C'est disais deux au poids deux début, mesures. ça n'a rien à voir avec Miss France. Tout est une question aussi de médiatisation. Qui dit médiatisation dit partenaire, etc., etc. Et les moyens sont pas du tout les mêmes. Et les contraintes ne sont pas les mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, si je serais Miss France, je suis pas sûr que je pourrais vous parler. Ah bon? Vous croyez? Ah ouais. Ça, faut le savoir. Ça, faut le savoir. C'est mal de nous connaître. Mister France, tu combats en quelle catégorie en boxe? En poids lourd, en moins de 91 kilos. Très bien. Donc ça nous donne un peu une idée de la bête, quoi. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Selim Marik, d'avoir répondu à nos questions et de t'être présenté à nous et à nos auditeurs. Donc allez voir sur Google, là, Google Images en l'occurrence, les photos. Selim Marik. Sur les réseaux sociaux, Selim Marik. Ouais. SELIM-ARIK. Sur Facebook, sur Twitter, Instagram, etc. Voilà. Il est là, il est présent, Mister France 2016, donc Selim Marik. Merci beaucoup, à très vite. Je vous remercie. Au revoir. Et allez, à bientôt. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, messieurs, mesdames, donc Selim Marik, Mister France 2016, donc était avec nous. Alors, on va enchaîner à présent, si vous le voulez bien, avec l'avis tranché. Après celui de Wiem, je vous propose maintenant sur France Maghreb 2 d'écouter l'avis tranché de Maïssa Leroy. Je peux y aller? Ah oui, tu peux y aller, ouais. Je t'ai donné le j'y top vais. départ, là. Ok. Alors, donc, comme je te disais tout à l'heure, avant la publicité, mon métier consiste, entre autres, à former le corps professoral. Et chaque fois qu'un ministre pointe son épée de Lego sur le système éducatif pour nous planter de lois et de réformes, eh bien, j'ai mal. J'ai mal à mon école. D'ailleurs, j'ai sous la main un sujet de rédaction significatif qui date des années 50. Quel lien peut-on faire entre esprit d'initiative et progrès technique? Pas mal, n'est-ce pas, pour des élèves de 6e? Oui, 6e. Voilà, on peut commencer à flipper quand on imagine aujourd'hui le nombre de terminales qui auraient du mal à y répondre. Mais alors pourquoi ça ne fonctionne plus? On entend autant que nous l'avons dit, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'ai trop de devoirs, j'ai peur. Pourquoi cette notion de panique et de torture plane-t-elle autour de l'apprentissage? Alors que selon de récentes études en neurosciences, le sentiment de l'amour permet une plasticité neuronale hors du commun. Ça veut dire que lorsque vous aimez un sujet, votre activité cérébrale est en ébullition. Elle prend du plaisir à comprendre, rechercher, apprendre sur la discipline dont vous êtes amoureux. L'école a omis quelque chose de la plus haute importance. Le mode d'apprentissage de l'enfant est le jeu. Le cerveau ne fait pas la différence entre jouer et apprendre. Canon, hein? Sauf que l'école n'a pas tout à fait compris. Bref, quand nous étions enfants, apprendre était un jeu d'enfant. Jusqu'au jour où une institution nommée école est venue nous dire « C'est bon maintenant, stop, arrête de jouer, c'est l'heure d'apprendre ». Et c'est à ce moment précis que la notion d'apprentissage s'est associée à la difficulté. Et que cette notion a été ancrée par toutes ces réformes plus aliénantes que plaisantes. Personnellement, dans mon enfance, j'ai été capable de prouesses, apprendre par cœur et très vite, juste parce qu'on a réussi à me faire aimer ce que j'apprenais. Tiens d'ailleurs, on dit bien apprendre par cœur. Oui, par le cœur. On est censé y mettre de l'amour. Combien d'entre vous se rappellent de son meilleur professeur, celui qui lui a donné l'amour d'une matière grâce à sa manière de la transmettre, bien plus qu'à la richesse de son contenu? Prenons aussi la définition du terme enseigner. Transmettre des connaissances. Est-ce réellement appliqué aujourd'hui? Que s'est-il passé? À l'ère où le système scolaire est complètement dépassé par des lois bancales et en marge de ce qu'est réellement la transmission. À l'ère où les progrès neuroscientifiques ont prouvé la pluralité des intelligences et leur importance dans tous les domaines. À l'ère où la connaissance se propage tellement vite qu'elle grandit de façon fulgurante. À l'ère où de grandes écoles comme Harvard pensent à faire passer des tests d'entrée à travers des jeux vidéo, car le jeu est la façon la plus efficace de mesurer la vivacité d'esprit. Eh bien, le système éducatif français a commis une grave erreur. Il a omis d'évoluer avec son temps.
qu'elle arrête d'adapter les élèves à l'école et qu'elle adapte l'école à notre société. Pas cette société qui prône la télé-réalité comme miroir de la jeunesse, mais plutôt celle du génie qui sommeille en chacun d'entre nous. Alors, s'il vous plaît, éduquons l'éducation nationale. Maïssa Leroy, oui j'en éternue quasiment parce que vraiment voilà c'est très bon, très fort comme d'habitude évidemment. Alors Wiem, je la rejoins totalement sur le fait que il a été clairement prouvé au niveau cognitif que la mémoire de travail elle est intrinsèquement liée aux affects et au plaisir. Donc on va effectivement plus facilement retenir ce qu'on aime. Donc il serait bien que les parents se souviennent de ça. Les parents qui nous écoutent. Eh ben dites donc, c'est quand même une team sacrément number one qu'on a ici sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Alors maintenant, on va, si vous le voulez bien, ensemble parler de ce qui s'est passé hier soir. Vous étiez peut-être un certain nombre à regarder l'émission de Nicolas Sarkozy et en particulier un passage qui nous intéresse tout particulièrement, car il s'agit de l'imam de la mosquée de Ivry, mais également présentateur, animateur de l'émission Parler Islam sur France Maghreb 2, et c'est un honneur que le passage de Mohamed Bajrafil, qui n'est plus à présenter et qui est comorien d'ailleurs. Nicolas Sarkozy lui a fait rappeler à la fin de cet entretien. Alors ce que je vous propose de faire, on va faire simple, c'est un peu novateur en matière de radio, mais c'est pas grave, on va essayer avec vous, chers amis auditeurs, et avec Wiem et avec Maïssa qui sont là. On va se réécouter donc cet entretien qui a duré à peu près 6 minutes, 7 minutes. Alors on va pas l'écouter dans l'intégralité totalement, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. On va l'écouter petite partie par partie, histoire de comme ça réécouter et peut-être à froid d'analyser différemment de ce que l'on a pu peut-être ressentir hier soir. Avec un homme à côté de moi qui se sent un peu stigmatisé par vos discours. On va en parler. Je vous présente Mohamed Bajrafil. Mohamed Bajrafil est un imam. Vous êtes l'imam de la mosquée d'Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne. Vous êtes par ailleurs enseignant, je crois, c'est ça. Vous êtes comorien, vous vivez en France depuis 17 ans et vous vous dites français de cœur. Alors vous êtes ce qu'on appelle un imam réformiste. Alors Nicolas Sarkozy, il y a une phrase qui résume la pensée de Mohamed Bajrafil, je pense qu'elle va vous plaire. Il dit, il faut lire le Coran avec les yeux du 21e siècle. Exemple, vous m'avez dit, en préparant l'émission, que vos filles auront le droit ou pas de se voiler si elles le souhaitent. Et vous, Mohamed Bajrafil, de votre côté, vous reprochez donc à Nicolas Sarkozy ce que vous appelez son obsession de l'islam. Ce qui vous choque, c'est ce genre de propos. Regardez. Nous ne voulons pas de signes extérieurs d'appartenance à une religion dans notre pays. Nous ne l'acceptons pas. C'est la loi, c'est le mode de vie français, c'est la culture française, c'est la tradition française. C'est comme ça que nous vivons et que nous voulons continuer à vivre. Mohamed Bajrafil, vous me l'avez dit en préparant l'émission, ce genre de discours vous blesse. Je vous laisse poser votre première question à Nicolas Sarkozy et peut-être nous expliquer pourquoi vous vous sentez blessé. Monsieur Sarkozy, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ce genre de déclaration me blesse à plusieurs titres. D'abord parce que j'aime la France comme l'ensemble des musulmans de ce pays. Quand je regarde l'histoire de ce pays qui a été quand même à l'origine de la Révolution française, ce pays qui a été à l'origine de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça me fait mal de voir toute cette richesse. Parce que la France, disons les choses clairement, est géographiquement petite, mais par le biais de l'idéal qu'elle a toujours représenté, elle a toujours été une grande nation. Et quand je vois aujourd'hui cette France être réduite par certains à un verre de pinard et à un bout de saucisson, ça me fait mal. Et c'est la raison pour laquelle ce genre de déclaration m'embête. Ce genre de déclaration me blesse également et blesse beaucoup de musulmans parce que les musulmans sont dans ce pays, sont les enfants de ce pays, comme le reste de leurs concitoyens de confessions diverses et variées ou sans confession. Ils sont militaires, ils sont enseignants, ils sont médecins, ils défendent ce pays sur tous les fronts. Ce genre de propos également est blessant parce que ils sont, comme l'ensemble des Français, menacés par cette maladie, cette barbarie qui tue sauvagement. À Nice, vous avez parlé de Nice tout à l'heure, il y a eu sur 86 victimes plus d'une trentaine de musulmans. Ce qui veut dire encore une fois qu'ils ne font pas de distinguo et que vous et moi sommes embarqués dans le même bateau et que vous et moi pouvons être frappés à n'importe quel moment. Et ma question, elle est la suivante. Parce que en vous entendant, et notamment après vous avoir lu, notamment à la page 12, vous dites que vous avez souvent péché par l'expression ou dans l'expression. Ma question elle est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est venu le moment d'entendre les musulmans qui vous disent « Stop,
on peut les laisser un peu tranquilles, passez-moi l'expression, foutons-leur la paix. Alors ça, c'est la question de Mohamed Bajrafil, qui a froid d'ailleurs, je la ressens un peu différemment qu'hier soir. Étant un petit peu dans le stress quelque part de comment ça allait se passer et connaissant donc un petit peu l'homme politique qu'est Nicolas Sarkozy. Voilà. Ceci étant, le saucisson et le vin rouge m'avaient choqué plus hier soir qu'il me choque maintenant. Est-ce que ça a attiré votre attention? Alors moi, pas du tout. C'est-à-dire que là, en fait, finalement, il a essayé d'utiliser le langage qu'on utilise, comme il a été fait exactement quand on a présenté Mohamed Bajrafil. On a dit qu'il était comorien et on a dit une citation de lui concernant le voile. Voilà, on l'a stigmatisé à ces deux propos. Alors que concrètement, il fait des conférences extrêmement intellectuellement très poussées et du coup c'est tout ce qu'ils ont trouvé à citer. Donc d'ailleurs, excuse-moi de te couper Maïssa, d'ailleurs ce qu'a cité le journaliste, il a repris mot pour mot la présentation qui est faite de Mohamed Bajrafil dans le Figaro. D'accord. Il s'est pas cassé la tête, il a juste copié. Il a exactement cherché dans une très bonne source. Quand il dit qu'il l'a interrogé en coulisses sur ses filles, c'est absolument faux puisque c'est exactement ce qui était écrit 2 jours avant. Et ensuite, il y a une deuxième chose, il y a une autre chose qui m'interpelle, c'est l'erreur de Mohamed Bajrafil, c'est qu'il s'est positionné en victime, dans le sens où il a commencé en mode je suis très triste, cela me peine énormément. Donc forcément, l'autre il se sent en position de force et tout ça c'est vraiment une neuroscience qui le prouve. C'est-à-dire il se sent dans le combat de rhétorique tout de suite en position de force, parce que ce qu'il a omis, c'est que dans ce genre de débat-là, on n'est pas avec des personnes qui utilisent les mêmes armes. Ça veut dire que Mohamed Bajrafil, il a une tendance à aller avec douceur vers son public. C'est vraiment lui, dans ma vie. Et là, voilà, exactement, oui. Mais le problème, c'est que là, il est parti dans une horde de requins, d'accord, et qu'il est arrivé, il a pensé qu'en offrant des fleurs, ça allait passer. Alors que vraiment, non, ça a été une grosse erreur. Il aurait dû parler leur langage finalement. Et ça tombe bien que tu dises ça parce que effectivement, ce position, peut-être pas le mot victime, peut-être pas, mais en posant, j'allais dire, son ressenti, mais aussi celui de ceux qui connaissent et qui le rencontrent à longueur de semaine. Lui, ils sont pas bienveillants, Christophe. Oui, je sais. Ils l'ont vu comme ça, tu vois. Et c'est vraiment pour le coup, c'est vrai qu'on peut être surpris en se disant mais pourquoi il n'a pas été plus insistant, etc. Bon, on va y venir tout à l'heure. Alors, il y a eu la question donc de Mohamed Bajrafil, et là, on a senti une agressivité dans la réponse, la première partie de la réponse. Écoutez. J'ai toujours pas compris ce qui vous avait blessé dans ce que j'ai dit. C'est plutôt moi qui devrais être blessé de ce que vous dites. Vous faites un amalgame, monsieur. Non. Pardon. Est-ce que vous avez le sentiment de réduire la France à un verre de pinard et à du saucisson, parce que je reprends la question de votre expression, je ne sais pas d'où vous la trouvez, sur le verre de pinard, c'est pas mon vocabulaire, et sur le saucisson, c'est une expression réductrice et caricaturale qui est assez insultante. Je n'ai pas vu que c'était vous, je dis Parfait, mais comme vous vous adressez à moi, j'aurais pu le prendre. Dans votre livre, vous avez donné l'exemple d'une mère. Ce n'est pas mon expression, et je vous remercie de le noter. Alors, on s'arrête là parce que c'est important. Donc là, Nicolas Sarkozy, c'est très bien qu'il n'a pas visé Mohamed Bajrafil quand il parle du vin rouge et du saucisson, même si moi je considère que c'est maladroit. Il sait très bien que ça lui était pas destiné, mais que c'était une espèce de ressenti de ce que l'on pouvait entendre à travers les différents discours politiques. Ce qu'il a fait Nicolas Sarkozy, c'est il a essayé de récupérer en accusant Bajrafil d'avoir nommément cité Sarkozy, ce qui n'a pas été le cas, à propos de ce qu'est le pinard et le saucisson. Vous avez senti un peu l'agressivité? Il s'est réapproprié ses paroles et il les a retournées contre lui, ce qui est le principe au niveau de la communication des manipulateurs. Je le dis haut et fort, pour moi, Nicolas Sarkozy n'est rien d'autre qu'un pervers narcissique. Il est extrêmement fort au niveau de la communication. Il faut admettre que c'est un orateur. Il est habitué aux joutes verbales et au décentrement de sujets. C'est un comédien que effectivement Mohamed Bajrafil ne maîtrise peut-être pas forcément ce genre d'outils. On va voir ce qu'en pense Najed qui est avec nous au téléphone. Bonsoir, elle nous appelle de Rony-sous-Bois. Bonsoir Najed. Bonsoir, je vous appelais un peu pour réagir à tout ce que j'ai entendu et puis à l'intervention de M. Mohamed Bajrafil que j'ai regardé attentivement hier. Alors qu'en avez-vous pensé? Quel est votre ressenti? Même si on est en train de le réécouter et de l'analyser. Parce que je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'imams ou même de personnes qui représentent une communauté, enfin une partie de la communauté, parce que nous notre problème c'est d'être représentés justement. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes parmi nous qui auraient pu se frotter comme ça à Nicolas Sarkozy, comme disait l'intervenante précédente, c'est quand même un orateur, que ça l'a conduit jusqu'à la présidence de la République, donc c'est pas pour rien.
Donc déjà, je voudrais saluer son courage. Et en plus, le format de l'émission fait qu'il a eu un temps d'intervention très court. Comme vous disiez, c'est quelqu'un qui est assez posé, qui aime développer ses arguments dans le calme. Et c'est pas évident d'intervenir sur un format où vous savez que vous avez 2 minutes et qu'il faut sortir des formules un peu choc en face de quelqu'un comme ça. Déjà, moi, je salue son courage. Et j'étais assez contente de le voir parce que il arrive aussi souvent que certains médias nous sortent des imams. Alors je ne vise personne, hein, qui sont pas du tout représentatifs, qui savent pas formuler une phrase dans un français correct, qui ne savent pas argumenter, et on nous les met à la télé, on nous les présente, on nous dit voilà, il y a un tel qui est de telle mosquée, de tel endroit, de telle assos, de tel, enfin peu importe, et il va parler pour les musulmans. Donc je suis assez contente déjà qu'on soit tourné vers Monsieur Bajrafil, parce que je pense que déjà c'est un porte-parole de qualité. Et puis je salue son courage parce que bon, en face c'est quand même Nicolas Sarkozy, donc comme disait l'intervenante précédente, bah voilà, c'est quand même un orateur. Merci voilà. Najat, restez avec nous, raccrochez, mais écoutez la radio parce qu'on va continuer d'analyser ce que je voulais faire parce que c'est vrai. Juste avec le recul, juste une petite chose pour dire que malheureusement, enfin ça va peut-être venir avec le temps, les musulmans, on n'est pas à l'aise avec ce genre d'exercice malheureusement. Ah bah pour le coup, Mohamed Bajrafil ne l'est pas. Voilà quoi. Ouais. On n'est pas à l'aise avec ce genre d'exercice, on n'est pas à l'aise avec les médias, on nous aide pas du tout. Au contraire, on nous enfonce. C'est comme la formule là du vin rouge et du saucisson. Bah c'est tellement facile de sauter là-dessus. Enfin voilà. Ouais, on nous aide pas et on n'est pas à l'aise avec ça et c'est bien dommage. Et aux générations qui arrivent à travailler là-dessus, à travailler sur la communication, à obtenir des postes dans les médias et à bosser là-dessus. Merci Najat. En tout cas, reste avec nous parce qu'on va continuer. C'est intéressant en tout cas d'avoir aussi votre ressenti. Et je m'aperçois finalement que ce petit exercice que je vous propose aujourd'hui est intéressant parce que franchement le ressenti n'est pas le même qu'hier soir. En tout cas en ce qui me concerne, je sais pas si c'est pareil pour vous. On va continuer de la réponse de Nicolas Sarkozy dans un instant, qui est devenu un peu plus agressive et il s'est transformé en une espèce de professeur qui donne des cours à un élève. C'est ce que j'ai ressenti, hein. On va voir si c'est le cas encore aujourd'hui. Tout de suite. Évidemment, avec Maïssa Leroy, chargée en formatrice en communication, et avec William Maghrebi, qui est donc psychologue. Alors on parlait juste avant, et on va continuer d'ailleurs de le faire, d'analyser un petit peu cet échange qui a eu lieu donc hier soir sur France 2 entre Nicolas Sarkozy et Mohamed Bajrafil. Quelqu'un qui était, qu'on connaît bien évidemment sur France Maghreb 2, puisqu'il fait partie de la team du Grand Forum. Yasser Malek, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Yasser, alors bonsoir. Tu étais aux côtés de Mohamed Bajrafil parce que tu étais un des rares à l'accompagner sur le plateau télévisé, à l'accompagner, donc tu souhaitais peut-être apporter des petites nuances et surtout nous raconter un petit peu ce qui s'était passé dans les coulisses, c'est important aussi de le savoir. Tout à fait, alors déjà je partage une partie de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le format ne convenait pas à un universitaire qui a l'habitude justement de développer au maximum les idées, ne pas rester juste sur un point. Donc par rapport à ça, c'est sûr que l'exercice était très compliqué, surtout face à Sarkozy. Mais effectivement, on peut, d'un avis extérieur, se dire c'est dommage, on aurait préféré que. Alors moi, j'aimerais apporter une petite juste nuance à ce niveau-là, avant de vous dire ce qui se passe un petit peu, ce qui s'est passé un peu hors antenne, donc en coulisses. C'est que il ne faut pas confondre deux choses. Enfin, une chose surtout qui est importante. Beaucoup de musulmans ont attendu l'intervention de Mohamed parce que justement ils savent que c'est quelqu'un qui parle bien, qui maîtrise bien son sujet et ont espéré en lui, entre guillemets, le Messie qui allait casser Sarkozy et qu'il était venu pour le bâcher. Ouais. Un petit peu comme Tariq Ramadan faisait quand d'ailleurs lui-même dit les gens m'applaudissent parce qu'ils me disent tiens tu l'as bien bâché elle, tiens tu l'as bien bâché lui. Mais Mohamed n'était pas parti pour ça et c'était délibéré. Le but n'était pas de casser Nicolas Sarkozy et de faire, entre guillemets, plaisir à tous ces musulmans frustrés d'être attaqués tous les jours. Et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais on sait que aujourd'hui on a envie d'être soulagé en se disant tiens, ils nous ont fait mal, tiens, maintenant c'est vous qui avez mal. Mais ce type de réflexion, de raisonnement, ne nous mènera à rien si on veut nous apaiser les choses et vivre correctement ensemble sur des décennies et des décennies. Donc ça c'est la première chose. Ouais. Je reviens juste sur un truc que j'ai lu. Non, les invités, comme j'ai pu le constater, n'ont pas été choisis. Donc on a choisi délibérément Mohamed Bajrafil pour qu'il se fasse casser parce qu'on sait que il ne réussira pas à. C'est complètement faux, ça ne se passe pas comme ça, donc évitons de dire des bêtises s'il vous plaît. Ensuite, je vais vous dire ce qu'il s'est dit hors antenne, donc avec la présidente de France TV, avec Monsieur Pujadas, avec
Karim d'ailleurs qui est à côté de lui et comment il s'appelle, et Michel Field, donc directeur des programmes. Ouais. Derrière, ils ont tous dit la même chose. Monsieur Sarkozy a fait du Sarkozy. C'est-à-dire, il est venu, il n'a répondu à quasiment aucune question. C'est vrai. Il n'a fait que parler à son électorat. C'est-à-dire que peu importe ce que Mohamed Bajrafi, d'ailleurs les autres auraient pu dire, le but n'était pas de la répondre. Et c'est ce qu'il a fait pendant toute l'émission, si vous regardez bien. Donc ça, c'est une chose importante à noter. La deuxième chose, c'est que même avant l'émission, c'est attention, il va faire ceci, il va faire ça, il va essayer d'eux, et ils l'ont répété à tout le monde, à tous les invités qui étaient là, c'était on sait qu'il va le faire. Mais lorsque la caméra tourne, là, d'ailleurs les présentateurs ont changé de visage. C'est-à-dire, ils étaient gentils, mis à part un peu Léa Salamé, qui a été un petit peu incisive, mais moins que d'habitude, je trouve. Tous les autres ont été polis, gentils. Et finalement, on s'aperçoit qu'on pense quelque chose de quelqu'un, mais sur le fait, les élections arrivent, et s'il passe, comme il est là en train de revenir sur Juppé, et ça c'est mon analyse, on essaie quand même de faire attention à ce qu'on dit. Voilà ce que je voulais apporter comme précision. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On ne sait jamais. Yasser a tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec lui, à savoir que Nicolas Sarkozy n'a aucun sens de l'écoute, il n'a pas arrêté de répondre à côté de ce que lui disait Mohamed Bajrafil. Pour moi, c'est pour ça que je dis toujours d'ailleurs qu'il me paraît complètement autiste. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui, effectivement. Toi, tu feras pas partie du prochain cabinet ministériel si tu le choisis. Eh ben, c'est pas grave. Hein, William. Mais en même temps, ils ont appris toute leur vie, enfin pendant tout leur processus dans le monde politique, à parler de cette façon-là, c'est-à-dire à mentir, à ne pas répondre aux questions, à faire de grandes mascarades spectaculaires pour impressionner la galerie à leur manière. Et du coup, le problème, c'est que Mohamed Bajrafil, c'est quelqu'un de sincère, qui dit la vérité, qui n'aime pas, de par ses qualités déjà religieuse, qui n'aime pas jouer des entourloupes et faire comme Sarkozy faisait. Et ça, c'est finalement le fait de partir à la télé. C'est pas qu'on reprenait une parole confisquée. C'est que on aurait aimé un peu plus de fight avec l'intelligence et la subtilité qu'il sait faire. De toute façon, il y arrive très bien. Mais c'est bien ce que je disais. C'est vrai qu'on aurait pu attendre un peu plus. Pas être d'accord systématiquement, être capable de lui couper la parole, sachant que Karim avait dit que lui serait le chef d'orchestre, le maître d'œuvre au niveau de l'interview, et il n'a pas joué son rôle du tout. D'ailleurs, ça aussi, il faut le savoir. Déjà, ils vont dans un terrain qui est un terrain qui est pas très conquis. Déjà, ils vont dans un terrain qui est pas du tout conquis. Et en plus, ils utilisent la mauvaise manière. En fait, c'est vraiment dommage. Et c'est pas le but, c'était pas de faire du copier-coller et de faire comme eux, mais le but, c'était au moins de se défendre d'une autre manière. C'est clair que de toute façon, rien ne portait à ça. Mais après, si vous me le permettez, là, on parle de la forme, mais j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu du fond, parce que au-delà de la forme, en tout cas, ce que j'ai apprécié, c'est que Mohamed Bajrafil a quand même pu appuyer sur deux points qui me paraissent extrêmement importants, à savoir que les musulmans de France en ont assez de voir Nicolas Sarkozy ramener sans cesse de façon négative l'islam sur le devant de la scène. Nicolas Sarkozy et d'autres. Hein. Et d'autres. Et puis notamment sur le fait que oui, les musulmans sont bien en harmonie avec les valeurs de la République. Faut arrêter de faire passer tous les musulmans pour des terroristes. Donc moi, franchement, je salue vraiment l'intervention de Mohamed Bajrafil, parce que je trouve que c'est extrêmement courageux, pas de s'être mis face à Nicolas Sarkozy. Je trouve que c'est extrêmement courageux de s'être plié au jeu des débats télévisés qui sont franchement pas donnés à la portée de tous. Alors vous êtes vous Yasser Malek avec nos téléphones. Bouge pas Yasser. Maïssa Leroy et William. Donc on sent que vous avez un regard quand même un peu particulier vis-à-vis de Mohamed Bajrafil. On va quand même poser la question à Abdel qui nous rejoint là, l'auditeur. Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il a loupé le coche. C'est dommage, malgré qu'il est courageux. Je le respecte. Il a loupé le coche et gravement. Calmez-vous, Abdel. Abdel, il y a pas de train. On n'a pas de train à louper. T'inquiète pas. Prends ton temps là. Tu parles rapidos. Doucement là. Alors, je pense qu'il a loupé le coche parce qu'on lui a mis sur un plateau une façon de mettre Sarkozy sur ses contradictions. On lui a passé un reportage où on voit Sarkozy parler des signes ostentatoires. Sarkozy cite tous les signes ostentatoires, sauf un. Alors, il parle des burkinis, il parle du voile intégral, il dit je veux pas le voir dans les rues de Paris, je veux pas le voir en France, parce que c'est pas comme ça.
Et on a notre ami Bajrafi qui ne répond pas, qui ne rebondit pas là-dessus en disant Sarkozy, arrêtez-moi, je dis monsieur Sarkozy, vous parlez tous des signes ostentatoires sauf de la kippa. Pourquoi? On vous a vu monsieur Sarkozy avec la kippa plusieurs fois. Alors est-ce que vous ferez la même chose pour la kippa en France? Alors, il rebondit pas sur ça. Bouge pas, Alors là, Abdel, parce j'étais déçu. Abdel, bouge pas parce qu'il me semble pas avoir entendu ça. Moi, écoute, on écoute la réponse de Nicolas Sarkozy. Ne bouge pas, Abdel. Hein. Également vous dire autre chose. On a le droit de dire, dans notre pays, qu'une conception de l'islam pose un problème sans être islamophobe. C'est un terrorisme de la pensée qui est insupportable. Vous dites à juste titre qu'on ne doit pas stigmatiser les musulmans. Vous avez raison. Eh bien, je vous dis, avec la même force, qu'on ne doit pas stigmatiser les Français comme moi, qui ont le droit de poser la question d'un islam de France, et non pas d'un islam en France. Les catholiques ont payé cher le passage de la France, puisque vous êtes férus d'histoire, de la catholicité à la laïcité. Les Juifs ont eu affaire à Napoléon pour assurer le passage de leur religion et de sa compatibilité avec la France. Eh bien, l'islam va devoir faire ce travail. Et ce n'est pas caricaturer l'islam que de le dire. Enfin, j'ai voulu le CFCM. Est-ce que vous croyez que le Conseil moi, le du Français, culte musulman, on précise, de s'en mêler, j'ai oublié les musulmans qui sont morts pour la France pour la guerre de 14? Vous savez, vous croyez que je ne connais pas l'histoire de la Grande Mosquée de Paris, qui a été voulue par Clémenceau, si mon souvenir est exact, pour remercier les musulmans? Vous croyez que j'ai oublié les harkis, que la France a laissé tomber, d'une manière d'ailleurs assez honteuse? Bien sûr que les musulmans sont les Français exactement comme les autres. Mais attention, quand j'ai dit dans mon discours, si vous voulez être français, si vous êtes français, et si vous voulez devenir français, vous vivez selon le mode de vie français. Et monsieur, en France, on serre la main des femmes. Monsieur, en France, il n'y a pas des horaires dans les piscines pour les femmes et des horaires pour les hommes. Stop. Faux. Mensonge, archi-mensonge. Parce qu'il existe des... et encore une fois, c'est pas pour faire de la comparaison, mais il existe bel et bien en France, à Strasbourg notamment, des créneaux qui sont réservés pour les femmes juives, pour qu'elles puissent aller se baigner. Comme à Sarcelles, il existe également la même chose. Oui. Donc, voilà. Ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que Nicolas Sarkozy est quand même très fort pour passer du coq à l'âne. Vous avez remarqué comment il parle de serrer la main, c'est-à-dire il fait référence à l'affaire Baraka City. Vous vous souvenez de passage du monsieur de Baraka City, du président? Bien sûr. C'est plus un secret que c'est quelqu'un qui maîtrise l'art du sophisme. C'est en ça que Mohamed Bajrafi aurait dû l'arrêter là. Vous voyez, Oui, mais stop, si tu me permets. Oui, Abdel. Allô? Oui, on t'écoute, vas-y. À un moment, on a montré un extrait de Nicolas Sarkozy en sueur parler des signes ostentatoires en France. Il a tout cité, le voile, le burkini, la burqa intégrale, sauf la kippa. Et là, il aurait dû, puisque c'est un imam, il aurait dû lui dire, monsieur Sarkozy, vous citez tous les signes ostentatoires, sauf la kippa. Alors, est-ce que la kippa doit être interdit si on interdit? Elle l'est pas, puisque tous les députés, vous mettez la kippa dans le même pot. Une partie des députés français l'ont porté à l'Assemblée nationale sans que ça pose aucun problème. Donc, vous voyez. Et ça, il le dit pas, et il le fait pas. Alors, c'est dommage. C'est dommage. Merci, Abdel. Du foot, excuse-moi, en pleine figure. Merci Abdel, en tout cas pour ton ressenti, voilà, intéressant. Alors, juste on continue parce que la réponse n'est pas finie. Il continue avec le monsieur, on serre la main aux femmes, monsieur ceci, monsieur cela. Monsieur, ça continue. Monsieur, en France, les jeunes filles, elles vont à l'école non voilées. Ah, où est-ce qu'il a vu des filles voilées à l'école, hein, sachant que c'est interdit en plus, vous voyez. Hein, ça, une nouvelle connerie. Hop, on enchaîne. On considère, on Je considère pense que vous que la éloignez femme du sujet est de ma exactement question. l'égale de l'homme. Mais si on veut vivre dans un pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire, il y en a pour ça. Ce n'est pas du tout ce que dit Mohamed Bajrafi, je le précise. C'est ma réponse. Et on va le laisser vous répondre à son tour. Oui. Mais enfin, j'ai été pris à partie sur mon discours, qui n'avait rien d'insultant. Je considère que l'islam de France a toute sa place, que les musulmans français sont exactement des Français comme les autres, mais permettez-nous de nous dire qu'il y a un mode de vie français, une culture française, la France est un pays accueillant, et que c'est ce mode de vie que nous voulons qu'on respecte. Si vous permettez, Moi, si j'étais président de la République et qu'un de mes ministres reste sur un plateau
avec un individu qui refuse de lui serrer la main parce que c'est une femme, j'aurais pas gardé la ministre. Parce que chez nous, on serre la main des femmes, qu'on soit musulman ou pas. Alors là, c'est intéressant parce qu'il en profite pour tacler en même temps le gouvernement, hein, par rapport au fait que Najat Vallaud-Belkacem, je crois que c'était elle, hein, qui était sur le plateau de Canal+, à l'époque. Voilà, donc nouveau tac. C'est incroyable que de la question et du constat qui est fait justement par rapport à cette manière dont Nicolas Sarkozy a cette obsession de l'islam et des musulmans, on en arrive à ce que monsieur nous fasse la leçon de moi, monsieur, en France on vit comme ça, nous monsieur, avec des inepties, des mensonges. Yasser, est-ce que toi qui étais sur place, on a vu aussi que Mohamed Bajrafil n'est pas franchement habitué à ce genre d'exercice parce qu'on le sentait un petit peu, comment dirais-je, un petit peu, pas impressionné, mais en tout cas un petit peu choqué de ce que Sarkozy pouvait lui dire en face. Il ne répondait pas, il a caricaturé la question et les propos de Mohamed Bajrafil. Il n'y a pas eu assez de répondance, c'est ce qu'on peut regretter là sur le coup. Oui, voilà, c'est en fait s'il y a quelque chose à regretter, c'est ça, c'est pas autre chose. Après, je répète, on l'a dit, c'est un universitaire. Et effectivement, et il est foncièrement, mais vraiment au plus profond de lui, gentil. Donc, le connaissant, lorsqu'on dit quelque chose de méchant, ça le choque, mais véritablement. Pas juste il fait pas semblant. Je suis triste, ça me fait mal que vous me dites, mais c'est vraiment lui. Donc, il n'est pas du tout du genre à couper la parole. C'est quelqu'un qui ne supporte pas ça. C'est ça. Parce que quelqu'un parle, il écoute. Oui, il est poli, c'est quelqu'un qui est dans la retenue. Il est clair qu'on l'écoute. Oui. Et par contre, si on lui coupe la parole, il va pas dire, vous avez vu, c'est pas du tout ce style-là. Donc, il a eu un manque de pêche à ce niveau-là. Effectivement, il a eu, et Nicolas Sarkozy, il a tendu des perches, commercialement parlant, et il lui a envoyé des objections qu'il pouvait récupérer et lui remettre dans la tête, dans la gueule, comme a dit Abdel. Mais il ne l'a pas fait parce que ce n'est pas son caractère. Il n'est pas, on rappelle que Sarkozy était avocat. Donc oui. Yasser, si tu me permets, effectivement, c'est quelqu'un qui est dans la retenue et la patience, mais simplement, moi, je voudrais juste dire une petite chose. Alors, je dis pas qu'il était dans cette position-là, mais il faut quand même savoir que lorsqu'on est en état de stress, le stress, c'est un bloquant de la pensée. Donc, ce serait bien de se mettre 2 minutes dans sa peau et à sa place. Donc, je trouve au contraire que plutôt que de casser du sucre sur son dos, on devrait plutôt réfléchir à la malveillance et à la malhonnêteté. Je pense pas qu'on est en train de casser du sucre sur son dos. On est juste en train de regarder finalement la malveillance du reste, et pas c'est pas lui qu'on est en train de juger, c'est vraiment tout l'entourage à ce moment-là. C'est pour ça que je propose de réécouter les parties par partie pour pouvoir justement bien analyser. Rabat est avec nous. Bonsoir Rabat. Amar, pardon. Bonsoir Amar. Ah non, c'est pas Amar, hein, c'est Hafid moi. Ah bah pardon, je sais pas, je vous ai baptisé moi. Écoutez, Hafid, salam alaikum. Attendez, vous savez, on va la refaire. On accueille Hafid sur France Maghreb 2. Bonsoir Hafid. Ah, ça fait plaisir. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous nous appelez d'où Hafid? Alors moi j'appelle de Shell. De Shell, on vous écoute. Alors votre ressenti par rapport à l'émission d'hier soir? Bah moi j'ai regardé l'émission. Au début j'étais excité. J'ai même plusieurs frères qui m'ont envoyé des textos pour me dire voilà ce soir il y a Mohamed Bajrafil. Donc j'ai dit enfin on a tourné la page Shell Goumi, on avance. Et en fait je me suis aperçu que finalement le mec il est en campagne Sarko, donc c'est un peu sur un ring qu'il est parti Mohamed Bajrafil, sauf qu'il a oublié de mettre son dentier. Il a oublié de mettre ses gants et on a vu un requin contre un joli gentil poisson rouge. Ouais. Donc ça a été une boucherie. C'est bien imagé, c'est bien imagé parce qu'on voit pas Bajrafil mettre des gants et aller sur un ring. Hein. Yasser, moi le connaissant et toi aussi, c'est vraiment pas le type de la personne, hein, vraiment pas. Merci en tout cas Hafid pour ton ressenti. Alors on va juste finir, comme ça, on juste finit donc l'entretien. Donc là on en est où Mohamed Bajrafil reprend la parole. Je suis entièrement d'accord avec vous et que vous, sur ce dernier point, mais vous avez quand même un peu caricaturé mon propos. Moi, ce que j'ai voulu vous dire à travers les déclarations que vous faites de jour en jour, c'est que les musulmans, et j'aimerais bien que vous l'entendiez, les musulmans qui, eux, vivent, la grande majorité des musulmans vivent en parfaite harmonie, en respectant les droits de la République, en la défendant, eux vous disent qu'ils ne supportent pas que tous les jours, il y ait une saillie contre l'islam parce que ça les touche. Est-ce que vous entendez cela? Est-ce que c'est possible d'être entendu? Mais que des musulmans de France se sentent parfois injustement accusés, je l'entends, je le reçois, et c'est une grande injustice. Mais enfin, nous vivons dans un pays, monsieur, où il y a eu depuis 18 mois 238 morts au nom d'un islam dévoyé et sali par des barbares. Mais demain, quand il y a un problème dans l'Église catholique, celui qui va à la messe,
il n'est pas pédophile pour autant, mais il se sent interpellé par ce qui se passe dans sa religion. On ne peut pas dire que les musulmans de France ne sont pas interpellés par le dévoiement par des barbares et des déséquilibrés d'un islam qui les fait souffrir. Lorsqu'il y a des mosquées qui sont pris en main par des extrémistes, c'est aussi le problème des musulmans de France. Cette question de mosquées, ça tombe très bien, parce que vous parlez des mosquées, je vous ai vu interpeller les imams. Il se trouve que toutes les études qui ont été faites par différentes institutions montrent que les jeunes qui s'embarquent dans cette entreprise meurtrière n'ont jamais été dans une mosquée. Alors, je comprends bien, il faut que les imams jouent leur rôle en tant que citoyens, et c'est notre devoir, comme celui de tout un chacun à son niveau, mais pourquoi focaliser notre propos sur des gens qui n'ont rien à voir avec une question qui se passe en prison et sur Internet? Quelles sont vos mesures là-dessus, et pourquoi focaliser sur eux alors que c'est pas eux qui sont en cause? Une dernière réponse avant de changer de sujet, je précise. Bien sûr, vous savez, il y a quelques années, j'ai parlé avec un monsieur que je n'apprécie pas beaucoup, j'ai dialogué avec lui, qui s'appelle Tariq Ramadan. Ça devient intéressant. Peut-être le connaissez-vous. Oui. Qui parle très bien, qui est très élégant, qui est un intellectuel, qui me donnait la leçon sur l'amalgame, etc. Et quand je lui ai dit, êtes-vous d'accord avec votre frère qui propose la lapidation pour la femme et adultère, il a dit, j'ai beaucoup réfléchi, je propose un moratoire pour réfléchir sur la lapidation de la femme adultère. Mais Tariq Ramadan n'est pas responsable de l'islam de France. Il n'est pas responsable de l'islam de France. Pardon, il vient. Vous avez, je crois me souvenir, puisque je vous ai déjà entendu à la télévision, indiquer, je crois même que vous m'avez comparé à Messi un jour, ce qui était flatteur pour moi. Et vous avez indiqué que Tariq Ramadan était quelqu'un pour qui vous aviez un certain respect. Bah, excusez-moi. Je n'ai jamais parlé de Tariq Ramadan à la télé, donc ça c'est pas vrai. Le monde entier est frappé par un terrorisme. Bon, alors on va s'arrêter là parce que le reste finalement est pas intéressant. Vous voyez comment il répond pas à la question finalement sur les mesures concrètes que lui demande Bajrafil sur justement ces gens qui passent par la prison, etc. et qui sont en fait des délinquants et qui n'ont jamais fréquenté les mosquées. Quelles sont les mesures que vous proposez? Il ne répond pas et donc il part sur l'affaire Tariq Ramadan. En fait, Yasser, Maïssa et Ouiam, je crois en fait que Bajrafil était pas encore assez chaud et que je l'ai senti en réécoutant en fait là maintenant tout de suite à froid que Bajrafil commençait à rentrer tranquillement dans le débat et allait commencer à s'imposer et hop on a mis fin parce que vous avez entendu Karim, on va passer à un autre sujet rapidement comme ça. Et il lui faut un peu de chauffe Mohamed Bajrafil, il est comme ça visiblement Non mais moi je suis outrée en fait de voir qu'il y a toujours cette propagande avec trois mots phares dans la bouche de Sarkozy: terrorisme, mort, d'accord, lapidation de la femme. Il y en a marre, il faut qu'il arrête avec ça, d'accord. Je crois qu'il y a plein de pays, enfin il y a plus de pays, je veux dire en Occident ou même en Europe ou même en Asie, il y a plus de pays qui pratiquent la lapidation. Il faut qu'il arrête maintenant avec cette obsession et le voile. Donc lui, l'islam, ça se résume à ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il injecte ça à tout le monde de manière à ce que l'autre, quand Mohamed Bajrafil il entend ça, mais quoi défendre? Par où défendre? Tellement il dit n'importe quoi. Il y a même pas matière à prendre en fait pour défendre. Nicolas Sarkozy est un menteur. Bien sûr. Et je le dis haut et fort, c'est un menteur qui n'assume pas ses propos. Parce que quand il fait le rapprochement entre Tariq Ramadan et Mohamed Bajrafil et que celui-ci lui répond qu'il n'a jamais parlé de Tariq Ramadan, même pas. C'est simple, il occulte, il passe à autre chose. Il continue de parler. En tout cas, c'était intéressant de réécouter à froid parce que je sais pas vous, mais moi j'ai ressenti autre chose aujourd'hui. Voilà. Yasser, on en a parlé toi et moi ce matin. Finalement notre Mohamed il est quand même très fort. Merci beaucoup en tout cas Yasser. À bientôt Yasser. Salut. Et toi on te retrouve mercredi. Tu seras avec nous mercredi avec Clip et tu seras dimanche pour parler santé à 18h. Salut Yasser. On a pris un retard considérable. Sophia. Suite au post donc sur Facebook France Maghreb 2, on vous invite donc auditeurs auditrices à réagir à l'émission, à ce que vous entendez. Qu'est-ce qu'on dit du côté du Facebook, ma chère Sophia? Nous dit. Kaina, c'est ça? C'est bien ça. Oui, bonjour Kaina. Est-ce que quelqu'un peut dire ou a des informations sur ce qui s'est passé ce matin à la gare Saint-Lazare par rapport au contrôle de police, au contrôle de faciès? Apparemment, contrôle assez ciblé, on va dire. Evelyne, quelqu'un peut me dire pourquoi il n'y a plus d'intervenants auditeurs, juste des prétendus intellectuels qui squattent l'antenne? Comment j'aime pas lire des commentaires méchants, enfin dites des trucs concrets qui construisent des... Bref. Pas de réponse. À côté de prétendu, il y a intellectuel, donc ça va. Ouais, ça va, c'est pas insultant. Bonjour Evelyne, big up. Karmaoui, que nous allons recevoir la semaine prochaine normalement.
Franchement, William, vous avez fait un beau discours. Aujourd'hui, on devrait vous inviter dans les émissions de télé pour faire débat bien parlé. Et enfin, Nordine, la télévision est un terrain miné, et Mohamed Bajrafil le sait bien. Donc c'est une erreur de sa part d'y être allé. Dans la communication politique, on sait très bien que pour chaque question posée, il faut impérativement répondre à côté. Oui, Sarkozy est un pervers narcissique. Merci à vous, en tout cas, vous continuez sur la page Facebook à continuer les discussions finalement. Alors, on va faire quoi? On va faire dans un instant les coups de cœur de William, c'est un livre, je crois, et Maïssa, c'est quoi? Alors moi, c'est un site internet, en fait, c'est un concept qui s'appelle l'arrondi. Ah, j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça qu'il y a eu débat même. Et puis à suivre aussi le j'aime ou j'aime pas, ça passe vite quand on est bien accompagné finalement. J'ai de la chance, moi aujourd'hui entouré de 3 femmes. Et pas les plus moches, franchement. Je salue d'ailleurs mon ami Tarek Mami qui est avec nous, qui nous écoute. Par rapport au fait que Sarkozy reprenne le fait que quand on est par rapport au fait qu'un monsieur refuse de serrer la main d'une femme, en faisant référence donc à ce qui s'était passé sur le plateau du Complément sur Canal+ la saison dernière et avec le président de Baraka City, il y avait aussi, il a peut-être oublié l'ami Sarkozy, que en Israël il y a un ministre qui a refusé de serrer la main d'une femme aussi, ou un député, je sais plus, en tout cas une personnalité importante. Donc mais ça par contre ah non. Sinon c'est bouche cousue, attention, on n'en parle pas, c'est pas pareil, va-t-on dire, comme on connaît évidemment à chaque fois. Allez, on passe au coup de cœur avant de passer au j'aime ou j'aime pas, on est très en retard mais je l'assume. France Maghreb 2, le coup de cœur. Puis quand on est bien accompagné, écoutez, on va pas s'en priver. Alors, le coup de cœur tout à l'heure, c'est William qui a commencé, donc on va écouter celui de Maïssa Leroy. Oui, alors... C'est bon? Ok. Moi, c'est un concept qui est assez particulier. Donc, vous pouvez trouver ça sur l'arrondi.org. C'est un concept avec des enseignes partenaires où, par exemple, vous payez un achat à 19,90 € et ils vous proposent un arrondi, ça veut dire, par exemple, à 20 € au lieu de 19,90 €. Et du coup, cette somme, cette différence-là, elle va être reversée à des associations. Ah, pas mal. Voilà. Donc, du coup, on sent pas qu'on est en train de donner de l'argent à une association. Puis, c'est sympa. Ça permet de récolter beaucoup d'argent rapidement pour les plus démunis, par exemple. D'accord. Le site, c'est quoi? C'est l'arrondi.org. L'arrondi.org. Voilà. Écoutez, si on veut faire une bonne action, donc acheter un achat, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de centimes, on arrondit à l'euro supérieur, voilà. Et puis comme ça, on donne à des associations. C'est quoi les associations? Tu as une petite idée? Faut regarder sur internet. Vraiment, il y en a beaucoup. Très bien. Ça, c'est le bon plan internet. Et un petit livre, tiens, que nous conseille William aujourd'hui, qui pourrait peut-être nous occuper durant ce week-end. Oui. Alors moi, mon coup de cœur d'aujourd'hui, c'est le livre de Brahim Kermaoui que j'ai découvert par hasard via une publication sur Facebook intitulée L'enfant égaré. Donc il s'agit d'une autobiographie qui est parue en auto-édition. C'est un conte d'auteur, c'est-à-dire qu'il n'est pas dépendant d'aucune maison d'édition. Et ce qui fait aussi qu'il n'est pas disponible en librairie, mais que l'on peut se procurer via le compte Facebook donc de l'auteur. Ah d'accord. Alors pourquoi ce coup de cœur? À mon sens, il s'agit véritablement d'une petite pépite qui mérite et qui gagne à être connue. Brahim Kermaoui, c'est un homme qui a un vécu très douloureux. Il a eu une enfance, une adolescence extrêmement difficile. Il cherche par ce livre, entre autres, à nous apporter le témoignage d'une personne qui, quels que soient ses mauvais départs dans la vie, quelles que soient les injustices et les malchances qu'elle a eu à subir, peut s'en sortir. Sa vie, elle est pour moi la preuve que la résilience est au bout du chemin de chacun de ceux qui s'en donnent les moyens, même si la vie leur refuse. La singularité de son histoire fait que l'on n'en sort franchement pas du tout indemne. Il parvient vraiment avec des mots simples et sincères à nous faire entrer dans son monde et à susciter en nous le désir de lui porter secours, et bien plus de porter secours à tous les orphelins. Mais alors pas n'importe quel orphelin, et c'est ça sa spécificité, c'est ces orphelins que l'on ne soupçonne même pas, que l'on croise peut-être tous les jours sans y prêter attention, qui ne sont ni en famille d'accueil, ni en foyer, ni à la DAS, des orphelins qui ont un père et une mère et qui pourtant sont seuls, abandonnés affectivement et psychiquement. Des enfants à qui on vole tout simplement l'enfance en les obligeant à grandir trop vite. Donc je vais pas vous raconter l'histoire afin de laisser le plaisir à nos auditeurs et de découvrir grosso modo, mais grosso modo voilà, Brahim Kermaoui, c'est un homme qui a été malmené, maltraité par une mère, je pense, et j'en ai pas parlé en tout cas avec lui, probablement bipolaire. Il a été abandonné très jeune, il a eu un père indifférent et froid, il a dû grandir tout seul, il a été livré à lui-même avec tous les dangers, la violence que suppose la rue, la cité, la pauvreté et les mauvaises fréquentations. Il a subi très régulièrement les harcèlements sexuels et les viols, des jours et des nuits sans manger, sans être soigné. Il a vraiment subi le désamour et la solitude. Il a connu les trafics de drogue et la prison, les prêches de rue, le retour à la religion. Et malgré tout, il a fini par se reconstruire, se marier avec, il a une famille heureuse, il a des enfants, il a réussi à refaire sa vie. Et d'ailleurs, France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région.